Avez-vous déjà regardé une photo et ressenti, au plus profond de vous, que ce que vous voyez était impossible? Pas seulement troublant, pas seulement grotesque, mais quelque chose qui semblait défier le cours des choses. C'était moi la première fois que je les ai vus. 4 photos, chacune prise à des années d'intervalle, dans différentes régions du pays. 4 scènes de crimes différentes, 4 victimes différentes. Et pourtant, lorsque je les ai mises côte à côte, ce que j'ai vu m'a glacé les mains et serré la gorge. Ce n'était pas une simple similitude, ce n'était pas une coïncidence, c'était la même chose. Et le pire, la personne sur ces photos ne pouvait pas être là. Elle ne pouvait même pas être vivante. Ce jour-là, cette affaire, je ne l'oublierai jamais. Je m'appelle Daniel Croze, je suis médecin légiste, certains disent criminaliste. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 14 ans, assez longtemps pour savoir que les morts parlent si on sait écouter. Mon travail m'a conduit sur des scènes de crime, dans des appartements exigus, sur le sol des forêts, à l'intérieur de voitures laissées à rouiller au soleil. J'ai étudié des motifs d'éclaboussure de sang, tels des peintures abstraites, reconstitué des chronologies à partir d'infimes fragments, tracé des liens invisibles entre les vivants et les morts. Je ne suis pas facilement effrayé, ce n'est pas possible dans ce domaine. On apprend à faire abstraction du bruit, celui littéral, du chaos sur une scène de crime, et celui dans notre tête, qui murmure la cruauté dont les gens sont capables. Ici, pas de place pour l'imagination, seule la science compte. Le mesurable, le prouvable. Au fil des ans, j'ai manipulé des centaines de photographies, des images capturées dans des moments de violence, de désespoir et de délabrement. Elles cessent de choquer au bout d'un moment, elles deviennent des preuves, rien de plus. Un moyen pour parvenir à une fin. Je me suis entraîné à ne voir que l'information qu'elles contiennent, l'angle du nombre, la position d'un corps, l'éparpillement de débris. On cesse de voir la personne, on voit les données. C'est comme ça que je suis resté sain d'esprit. On trace une limite, on la respecte. Mais cette fois, impossible. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour. Un épais dossier est tombé sur mon bureau, son poids promettant plus de travail que je n'en souhaitais. Un service de police d'un état voisin avait demandé de l'aide. Examen d'une affaire classée. Parfois, ils envoient les anciens dossiers lorsqu'ils pensent qu'il y a une chance de trouver quelque chose de nouveau dans les preuves. C'est un travail fastidieux, mais c'est aussi là que les miracles se produisent. Un détail oublié, un lien négligé, et une affaire peut être révélée. La première photo que j'ai extraite du dossier datait de une jeune femme, à la fin de son adolescence, allongée sur le sol d'une laverie automatique, abandonnée. Aucune trace de lutte, les yeux ouverts, sans vie. Mon attention a été attirée par quelque chose en arrière-plan, une légère ombre floue dans un coin, presque perdue dans l'ombre. Je l'ai noté mentalement, pensant y revenir plus tard. Puis vint la deuxième photo, autre ville, un homme cette fois, découverte au sous-sol, d'une ancienne boulangerie. Et là, au même endroit du cadre, se trouvait cette même silhouette floue, même posture, même silhouette. Impossible. Appareil photo différent, photographe différent, mais le positionnement était exact. Arrivé à la quatrième photo, mon pouls battait la chamade. 4 victimes, s'étalant sur près de 20 ans, 4 lieux sans aucun lien. Et pourtant, dans chaque image, enfouie dans le grain, la même présence. Ce n'était pas seulement similaire, c'était identique, comme si quelqu'un l'avait copié-collé dans chaque image. Sauf qu'il s'agissait de photos de scènes de crime. Elles n'avaient pas été retouchées. La chaîne de possession était hermétique. Je me disais que ce devait être un artefact, lumière, poussière, reflet. Mais quelque chose dans cette silhouette, l'inclinaison subtile de la tête, la faible suggestion de regard fixé directement sur l'appareil, me donnait l'impression d'être observé, non pas par le photographe, par eux. J'ai bâti ma carrière en gardant l'émotion à l'écart de mon travail. Mais ce matin-là, avec ces 4 photos étalées devant moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la peur. Et ce n'était que le début. La demande est arrivée officiellement 2 jours plus tard, non seulement pour examiner les photos, mais aussi pour me rendre sur la scène de crime, la plus récente, où la 4e image avait été prise, et mener une expertise médico-légale sur place. Le service local voulait un regard neuf. Il s'agissait d'un hôpital désaffecté à la périphérie d'une ville mourante. La moitié des vitres étaient brisées, les murs couverts de graffitis. Le genre d'endroit où l'on a toujours l'impression de trop se souvenir. Le meurtre avait eu lieu 3 mois plus tôt, dans l'une des salles supérieures, inutilisée depuis des décennies. À mon arrivée, le bâtiment se dressait sur un ciel d'hiver pâle, tout en angle irrégulier, et en ombre. Un vent glacial charriait une odeur de rouille et de mort. J'ai montré mon badge à l'agent de sécurité posté au portail grillagé. C'était un homme d'un certain âge, recroquevillé dans une parka qui semblait trop grande pour lui. « Vous êtes là pour les photos », dit-il d'une voix basse, presque englouti par le vent. J'ai hoché la tête. Il m'a observé un instant avant de se pencher plus près. « Ne restez pas après le coucher du soleil », dit-il. « Les choses changent là-dedans quand il fait nuit. » J'ai essayé de faire abstraction de cela. Les habitants adorent les histoires de fantômes. Mais ses yeux n'avaient pas cette lueur qu'on éprouve en racontant une blague. À l'intérieur, l'air était immobile, chargé d'une odeur de poussière, de plâtre humide et d'une légère odeur métallique. Mes bottes résonnaient sur le carrelage craquelé tandis que je traversais les couloirs écaillés. La lumière peinait à atteindre les coins les plus reculés, laissant des zones d'obscurité qui semblaient s'accrocher au mur. J'ai traversé un long couloir où toutes les portes étaient verrouillées, les gonds rouillés. Sur un mur, de légères rayures descendaient de la hauteur des épaules jusqu'au sol. Elles n'étaient pas récentes, mais elles me donnaient des picotements.
La salle supérieure était exactement comme je l'avais vu sur les photos. Les lits des patients avaient été retirés il y a des années, ne laissant que les ossatures squelettiques de vieux équipements. Un brancard cassé trônait dans un coin. Le froid était plus intense ici, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. J'ai installé mon matériel, passant mon appareil photo sous les mêmes angles que le photographe initial. Je retraçais la scène exactement telle qu'elle était lorsque la victime avait été retrouvée. Et puis au fond de la pièce, j'ai remarqué quelque chose que les rapports n'avaient pas mentionné, une porte condamnée. Les planches n'étaient pas vieilles, peut-être 1 an ou 2, tout au plus. Les clous étaient encore argentés, à peine ternis. J'ai pris note de vérifier plus tard, me disant que c'était probablement par mesure de sécurité, pour empêcher les gens d'entrer dans une section effondrée. Pourtant, en retournant dans la pièce, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce qui se trouvait de l'autre côté ne voulait pas y rester, et c'était avant que je trouve le premier indice. Il était à moitié caché, sous le cadre effondré d'une potence à perfusion, poussiéreux, mais intact. Une photographie, ce n'était pas une preuve de cette affaire, du moins, elle n'avait pas été cataloguée. Je l'ai ramassée avec des mains gantées, en prenant soin de ne pas en abîmer la surface. C'était un vieux Polaroid, aux couleurs passées d'un jaune maladif. L'image montrait une pièce différente, inconnue, mais avec le même genre de mur stérile et écaillé. Au centre se tenait une femme en blouse d'hôpital, le visage détourné. Mais là, au fond du cadre, se trouvait cette silhouette, floue, la tête penchée. Observant, mon estomac se serra, ce n'était pas censé être là. La chaîne de possession des preuves est primordiale dans mon métier. Les photos n'apparaissent pas sur une scène de crime, des mois après son traitement. Je la glissais dans un sac à preuves séparé, notant l'heure et le lieu. Mon regard ne cessait de dériver vers la porte condamnée au fond de la salle. L'air avait changé. Je le remarquai lorsque les poils de mes bras se hérissèrent sous mon manteau. Il y eut un léger bruit, presque comme un tissu qui bouge, ou une expiration lente. La température baissa juste assez pour que mon souffle se trouble. Je traversai la salle, ma lampe torche effleurant les murs. Près de la porte, il y avait d'autres rayures, plus profondes que celles du rez-de-chaussée. Pas aléatoires non plus, elles formaient des formes, comme des lettres grossières, même si je ne parvenais pas à identifier le texte. Quelque part derrière moi, quelque chose tomba au sol avec fracas. Je pivotais, le faisceau de ma lampe torche traversant l'obscurité. Ma trousse était intacte. Mais la tige à perfusion sous laquelle j'avais trouvé le Polaroid était maintenant couchée sur le côté, à plusieurs mètres de là où elle se trouvait auparavant. Je me dis qu'elle avait glissé, métal sur carrelage, explication facile. Mais alors que je m'agenouillais pour vérifier le sol, mon regard fut attiré par l'objectif réfléchissant de mon appareil photo, toujours monté sur le trépied. Dans la vitre, l'espace d'un instant, je crus voir du mouvement. Pas mon reflet, pas la pièce. Quelqu'un, quelque chose, se tenait juste derrière moi. Quand je me retournai, l'espace était vide. Je me dis que je l'imaginais. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Je n'avais pas été seul depuis mon arrivée. De retour à ma table de travail temporaire, j'ai commencé à cataloguer le Polaroid. J'ai pris des scans haute résolution, vérifiant les motifs dans le grain. Cette silhouette floue était là, suffisamment nette pour suggérer une silhouette humaine, mais suffisamment indistincte pour rendre l'identification impossible. Pourtant, l'inclinaison de la tête, la faible lueur là où devraient se trouver les yeux, c'était la même que sur les 4 photos officielles de l'affaire. Pendant que je travaillais, des pas résonnèrent faiblement dans le couloir, lourds, posés, trop lents pour être ceux d'un agent de patrouille. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Quelques instants plus tard, une femme est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle n'était pas en uniforme. La cinquantaine, le visage pâle, des yeux qui semblaient ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle ne s'est pas présentée, elle a juste jeté un coup d'œil aux preuves étalées devant moi. Le regard fixé sur le Polaroid. « Vous en avez trouvé un autre » a-t-elle. Sa voix était presque un murmure, mais ses mots ont accéléré mon pouls. Elle expliqua qu'elle était la sœur de la victime de l'affaire, la plus récente. La police l'avait tenue à l'écart des lieux, mais elle travaillait à l'hôpital des années auparavant, avant sa fermeture. Elle affirma que la pièce derrière la porte condamnée avait autrefois servi de salle d'isolement. Les patients qui y étaient placés étaient souvent oubliés, abandonnés jusqu'à leur mort. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Tous les 2 ou 3 ans, quelqu'un meurt ici, différents étages, différentes pièces, mais il y a toujours une photo. Et toujours, lui. Elle a hoché la tête vers la silhouette floue sur l'image. Je l'ai insisté pour en savoir plus, mais elle a hésité, les yeux rivés sur la porte barricadée. Si tu ouvres ça, tu verras ce qu'il voulait garder à l'intérieur. Mais tu ne pourras pas le remettre. La partie logique de moi voulait prendre ses paroles pour du chagrin, transformant le souvenir en superstition. Mais l'enquêteuse en moi, celle qui est censée suivre chaque piste, ne pouvait l'ignorer. Quand elle est partie, la salle m'a semblé plus froide, le silence plus pesant. Je me suis retrouvé devant cette porte, le bout des doigts effleurant le bois froid des planches. Une partie de moi voulait les arracher sur le champ. L'autre partie n'était pas sûre que je ressortirais là même si je le faisais. Je n'ai pas ouvert la porte ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai emporté le Polaroid et la déposition de la sœur au poste, où étaient conservés les dossiers. J'avais besoin d'une confirmation, d'une preuve que ce personnage n'était pas le fruit de mon imagination. J'ai placé les 4 photos officielles de la scène de crime à côté du Polaroid, sous une loupe de comparaison médico-légale. La correspondance était indéniable. La taille, les proportions, et même l'étrange inclinaison de la tête du personnage étaient identiques au fil des décennies. Des différents appareils photo et des différentes conditions d'éclairage. Ce genre de constance n'arrive pas par hasard. L'étape suivante consistait à contacter l'inspecteur Rivas, l'enquêteur principal sur l'affaire la plus récente.
J'avais déjà travaillé avec lui, pragmatique, allergique à tout ce qui sentait la superstition. Lorsque je lui ai montré les images, il est resté silencieux un long moment. Il les a simplement fixées, la mâchoire serrée. Finalement, il avoua quelque chose qu'il n'aurait pas dû admettre. Il existait 2 autres photos de scènes de crime, de meurtres non résolus survenus en 1984 et 19, dans des états différents. Et oui, la silhouette y figurait aussi. C'est pour ça que je ne voulais pas de cette affaire, dit-il doucement. À chaque fois que quelqu'un creuse, on finit sur la photo suivante. Nous avons extrait les dossiers les plus anciens des archives, et le schéma était terrifiant. Des victimes différentes, aucun mobile clair, aucun lien médico-légal entre les scènes, sauf pour lui. La silhouette, toujours floue, toujours au même endroit du cadre. Rivas avoue avoir déjà tenté de remonter jusqu'à l'origine de la silhouette. Il l'avait remontée jusqu'en 1962, sur une photo en noir et blanc d'un meurtre dans un pensionnat abandonné. Le photographe jura que personne d'autre ne se trouvait dans la pièce au moment du déclic. Plus nous creusions, plus nous rencontrions de résistants. Les demandes pour certains dossiers revenaient, indisponibles. Les agents qui avaient travaillé sur les affaires plus anciennes refusaient de parler, ou prétendaient ne pas se souvenir. L'un d'eux m'a raccroché au nez au milieu d'une phrase. C'était comme si l'enquête se heurtait à un mur, non seulement procédural, mais délibéré. Finalement, Rivas a dit ce que nous pensions tous les deux. Si vous voulez vraiment savoir, il va falloir ouvrir cette porte. Il ne proposait pas de m'accompagner. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages, et je suis retourné seul à l'hôpital. Les planches de la porte semblaient plus neuves qu'il y a 2 jours, comme si quelqu'un les avait renforcées. Et pourtant, les clous étaient desserrés, presque comme si quelque chose de l'autre côté avait poussé pour sortir. Je me suis dit que je faisais ça pour l'affaire, pour les victimes, pour la vérité. Mais pour être honnête, une partie de moi avait juste besoin de voir. Les planches ont gémi lorsque je les ai détachées. Chaque clou a cédé avec un cri réticent, le son résonnant dans la salle vide. La dernière planche toucha le sol, et un air froid et vicié s'en échappa comme un souffle expiré après des années à retenir son souffle. Je suis entré. La pièce était plus petite que je ne l'imaginais. Murs nus tachés de jaune, plafond affaissé par les dégâts des eaux. Mais une odeur sous la moisissure flottait, faible mais reconnaissable. Du vieux. Au centre de la pièce se dressait une chaise en métal rouillé, boulonnée au sol. Des liens en cuir pendaient à ses accoudoirs, raidis par le temps. Les murs étaient couverts d'autres de ces étranges rayures. Mais ici, elles étaient plus récentes, de profondes rainures gravées dans le plâtre, comme si quelque chose cherchait désespérément à s'en sortir. J'ai levé mon appareil photo pour immortaliser la scène, et c'est là que je l'ai aperçu dans l'objectif. La silhouette. Pas dans un coin cette fois, pas floue par la distance. Juste derrière la chaise. Sa tête penchée, ses yeux captant la faible lumière d'une manière qui les rendait trop vifs, trop attentifs. Ma main tremblait en baissant l'appareil photo, mais l'espace était vide à l'œil nu. Et pourtant, je le sentais, la même pression que l'on ressent quand quelqu'un se tient trop près. Un léger changement dans l'air, comme la chaleur qui courbe la lumière. Je ne me souviens pas d'avoir quitté la pièce. Je me souviens juste d'être resté dans le couloir, essoufflé, mes gants trempés dessus. C'est là que j'ai compris, le détachement professionnel, sur lequel j'avais compté toute ma carrière, venait de me faire complètement défaut. Ce n'était plus une preuve, ce n'était plus une affaire. C'était quelque chose de plus ancien, d'étrange et de bien plus patient que je n'aurais jamais imaginé. Cette nuit-là, de retour à mon motel, je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la silhouette, non pas floue, mais nette, telle qu'elle était dans l'objectif. Observant, attendant. Et pour la première fois de ma carrière, je n'arrivais pas à décider ce qui me terrifiait le plus. Que ce soit quelque chose de surnaturel, ou que ce ne soit pas le cas, et que cela signifiait qu'il pouvait me suivre partout. Je quittais la ville le lendemain matin, mon matériel enfermé dans le coffre. Le Polaroid scellé dans un tube à preuve que je n'étais pas sûr de vouloir ouvrir. Le trajet fut long, le soleil d'hiver illuminant les champs gelés, mais je ne vis presque rien. Mon esprit revenait sans cesse à cette pièce, à la chaise, à cette silhouette impossible qui avait été à la fois là et absente. De retour à mon laboratoire, je tentais de vaquer à mes occupations habituelles, analyser des échantillons, consigner des preuves, consulter sur des affaires sans rapport. Mais ma concentration était brouillée. Chaque surface réfléchissante, un instrument poli, une fenêtre la nuit, devenait un test. Je me surprenais à en scruter les contours, à la recherche d'un flou. Les semaines passèrent, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. J'ai redemandé les anciens dossiers, cette fois par des canaux non officiels. Certains sont revenus avec des photos manquantes. D'autres avaient des planches contact complètes, mais les négatifs avaient disparu. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose effaçait sa propre histoire. J'ai commencé à remarquer de petites choses. Les lumières de mon bureau vacillaient au moment même où je tournais la tête vers la porte. Mon téléphone vibrait d'appels d'inconnus qui s'éteignaient dès que je répondais. Un léger tapotement rythmé sur le mur de mon appartement à 3h17. Tous les soirs pendant une semaine. Je me disais que j'imaginais tout ça. Le stress, le manque de sommeil. Mais au fond,
Je savais que ce n'était pas le cas. Cette affaire m'a changé d'une manière que je ne peux pas expliquer complètement. Je croyais que chaque crime avait un auteur, un mobile, un ensemble de faits qu'on pouvait assembler pour en faire la vérité. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Certaines vérités ne s'inscrivent pas dans les rapports ou les pièces à conviction. Certaines existent en dehors de toute logique, attendant patiemment qu'on les remarque, sachant qu'une fois que ce sera fait, on vous remarquera en retour. J'ai toujours les 4 photos officielles et le Polaroid. Je les ai gardées sous clé, mais parfois j'ai l'impression d'entendre un léger bruissement de papier dans l'armoire à preuves, comme s'il bougeait, attendant. J'ai appris à être plus prudent, plus observateur. Je pensais qu'écouter les morts faisait partie de mon travail. Maintenant, je pense que c'est une responsabilité. Parce que parfois leurs voix ne s'éteignent pas. Parfois ce ne sont plus des voix du tout. Ce sont des yeux. Observateurs. Et si jamais vous vous surprenez à fixer une photo, avec l'impossible certitude que quelque chose y est vivant, faites-vous plaisir. Détournez le regard, avant qu'il ne réalise que vous l'avez vu. 8 mois se sont écoulés depuis que j'ai clos mon dernier rapport officiel. Sur l'affaire, sur le papier, l'affaire est irrésolue. Pas de suspect, aucun lien entre les victimes, aucune explication pour la silhouette. Juste un dossier avec une chaîne de preuves et un tampon foie en haut. Mais dans ma vie, c'est tout sauf clos. J'ai recommencé à remarquer les photos, pas seulement dans les salles d'épreuves, mais aussi en public. Articles de presse, rapports d'accident, même une vieille carte postale trouvée dans une brocante. Parfois, ce n'est que l'angle d'une ombre. La façon dont une personne en arrière-plan est floue. Mais de temps en temps, la ressemblance est parfaite. Même inclinaison de la tête, même posture. Un jour, alors que je visionnais des images de sécurité pour une affaire sans rapport, j'ai figé l'image. La silhouette était là, debout devant le ruban adhésif de la scène de crime. Le tampon indiquait 2 semaines plus. Le lieu était à près de 1000 km de la dernière observation. Je n'en ai parlé à personne, ni Rivaz, ni mes collègues, ni même la sœur de la dernière victime. Que dirais-je? Que je suis suivi par une ombre sur les photos, qu'elle se rapproche à chaque fois. J'ai envisagé de détruire les images, mais je n'y arrive pas. Une partie de moi pense que ça ne changerait rien. Si c'est sur la photo, c'est déjà là, parmi nous. Une autre partie de moi pense que ce pourrait être pire. Il y a un mois, je me suis réveillé au milieu de la nuit, et j'ai trouvé la porte de mon appartement entrouverte. Rien ne manquait, mais sur la table de ma cuisine, éclairée par la faible lueur du lampadaire, se trouvait un unique Polaroid. C'était moi, endormi dans mon lit, et dans un coin, la tête penchée, floue, à observer. L'horodatage datait de cette même nuit. Je ne dors plus beaucoup depuis, non pas par peur des rêves. Cela, je pourrais les supporter, mais parce que j'ai peur de me réveiller et de trouver une autre photo, une vue de plus près, une où la silhouette ne se contente pas de me regarder depuis un coin, mais se tient à mes côtés. Je pensais que mon travail me permettrait de comprendre la mort. Maintenant, je crois qu'il m'a rendu visible à des choses qui n'appartiennent pas aux vivants. Et le pire, quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit fini pour moi. Il y a 3 semaines, je suis retourné à l'hôpital. Et me disais que c'était pour tourner la page. Un dernier coup d'œil pour me prouver que la chambre condamnée, la silhouette, les photos, tout cela n'était que le fruit du hasard, d'une mauvaise interprétation et de mon esprit épuisé. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je n'étais pas là pour réfuter quoi que ce soit. J'étais là parce que je me sentais tiré en arrière, comme si l'affaire n'était pas terminée, comme si je n'étais pas moi-même terminé. Le bâtiment avait l'air pire qu'avant, des graffitis superposés, des fenêtres complètement disparues, un air froid sifflant à travers les cadres creux. Mon souffle se condensa devant moi en entrant. Le silence était oppressant, si lourd que même mes pas semblaient étouffés. Je me dirigeais vers la salle commune. Les planches que j'avais retirées de cette porte y gisaient encore éparpillées sur le sol, déformées par l'humidité. L'odeur me frappa de nouveau, moisissure, poussière, et en dessous, cette légère odeur métallique de vieux sang. Je pénétrais dans la chambre. La chaise était toujours là, mais maintenant, quelque chose avait changé. Dans la poussière au sol, autour de la chaise, il y avait des empreintes de pas, mieux, humaines.
trop récentes pour cet endroit. Elles ont cerclé la chaise en boucle irrégulière, se croisant, comme si quelqu'un avait fait les 100 pas, ou attendu. Je m'accroupis pour les photographier, et ce faisant, je le sentis, ce changement dans l'air que j'avais déjà ressenti. Le changement de pression, le léger picotement sur ma peau. Mon appareil photo pesait lourd dans mes mains tandis que je me retournais lentement. Et il était là, pas flou cette fois, pas figé dans un coin d'un cadre, debout dans l'embrasure de la porte, la tête penchée comme sur toutes les photos que j'avais vues. Mais je distinguais davantage maintenant, une peau pâle, trop tendue, des yeux sombres, mais brillants, comme s'ils reflétaient une lumière absente. J'avais envie de bouger, de courir, mais tous mes muscles se bloquèrent. Il ne s'approcha pas, il ne parla pas, il observa, simplement. J'ai levé l'appareil photo instinctivement, l'habitude des années reprenant le dessus. Le flash s'est déclenché, la lumière brisant le silence l'espace d'une fraction de seconde. Lorsque ma vision s'est éclaircie, l'embrasure de la porte était vide. J'ai baissé les yeux vers l'écran de prévisualisation de l'appareil photo. La silhouette était là. Mais autre chose aussi, son visage était plus net, ses traits plus définis. Et ses yeux, il me regardait droit dans les yeux, pas vers l'objectif. Je suis sorti de la pièce à reculons, le cœur battant la chamade. Chaque couloir me semblait plus long qu'il n'aurait dû. Chaque ombre semblait se pencher vers moi à mon passage. Quand j'ai enfin mis le pied dehors dans la lumière froide du jour, je n'ai pas ressenti de soulagement. Je me suis senti suivre. J'ai revu cette dernière photo une douzaine de fois depuis. À chaque fois, je jure que la silhouette est plus proche du cadre qu'avant, comme si elle avançait légèrement à chaque vision. Je la garde sous clé maintenant, mais je n'arrête pas d'y penser. Parce que si elle se rapproche de plus en plus, que se passe-t-il lorsqu'elle atteint enfin le premier plan? Que se passe-t-il quand il n'y a plus d'espace entre nous? Je suis scientifique médico-légal depuis assez longtemps pour savoir que les photographies ne changent pas toutes seules. Mais je travaille aussi dans ce domaine depuis assez longtemps pour savoir que toutes les règles ne sont pas éternelles. Et au fond, je crois déjà connaître la réponse. Les photographies ne se contentent pas d'enregistrer ce qui est là. Elles le conservent. Et tôt ou tard, elles le révèlent.